Merci, bonjour à vous tous. J'ai été un peu surpris quand Octo m'a approché pour venir vous parler de génération Y, parce que c'est quand même un sujet qui est un petit peu dépassé, on va dire, depuis 3-4 ans. Mais voilà, pour rajouter un petit peu quand même d'éléments un peu plus concrets, elle m'a demandé, voilà, ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sauf que malheureusement, je pense qu'il va falloir encore un petit peu, juste rapidement, sur les 39 minutes et 32 secondes qu'il me reste, parler de quand même qu'est-ce que c'est que cette génération Y, parce que tout et n'importe quoi est dit sur cette génération, et on s'aperçoit que c'est peut-être d'abord une question de perception qu'une question vraiment de génération. Mon job aujourd'hui est d'aller dans les entreprises et voilà, de leur expliquer qu'on est en train, on peut voir qu'on est en train de passer de gauche à droite, ok, rien de nouveau. Finalement, on lit toujours les informations, on boit toujours du café. Par contre, la façon de le faire a évidemment bien changé. Avec ces avancées technologiques vont bien sûr des systèmes de valeurs qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Donc ça c'est le slide de la pub, hop, je passe. Donc la génération Y, vous avez lu sans doute pas mal de choses dessus. Zéro Informatique fait des papiers là-dessus assez régulièrement, c'est devenu un marronnier maintenant. Donc vous savez, c'est très souvent présenté par les journalistes comme des personnes qui ont en gros entre 20 et 30 ans. Que l'on surnomme aussi le jeune diplômé ou le stagiaire. Alors, normalement, c'est toujours à la salle de poser des questions à l'orateur, mais là, j'aimerais bien changer les choses et moi vous poser une question. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la génération Y ? Qu'est-ce que c'est que dans leur comportement ? Quelles sont les choses qui vous surprennent en un ou deux mots ? Donc, par exemple, moi, je pourrais commencer avec Zapper, par exemple, pourquoi pas, et avec, créatif ou mobile. Est-ce que vous avez des choses comme ça ? Connecté, très bien, connecté. Oups. Ok, connecté. Ok, c'en est un. Capricieux, très bien. On les prend tous. Inventif. On en prendra 5 et 5. Pardon ? Multitâche. Indépendant. Alors indépendant, je devrais le mettre plutôt ici. Allez, encore un ou deux. Contrat. Attaché, ok, attaché. D'accord. Attaché, contrat. Et il y a quelqu'un, un monsieur là-bas, dans le fond, qui avait dit quelque chose ? Ludique, ok. Bon, on va s'arrêter là, parce que ça pourrait aller bien plus loin. Là, j'ai mis les positifs, là, j'ai mis les négatifs, et là, j'ai mis ceux qui pourraient être en même temps être considérés comme une qualité ou un défaut. Bon. Je commence toujours par cet exercice quand j'interviens en entreprise, parce que ça me permet un peu d'avoir la vision des personnes auxquelles je m'adresse. Est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif ? Sachant que, évidemment, il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui dit « Mais attends, où est-ce que tu vas là ? C'est pas une question d'âge, c'est d'abord dans la tête ce genre de comportement. » Parce que des gens capricieux, j'en ai qui ont 45 ans, qui se comportent comme des divas. Et effectivement, c'est une bonne réflexion, parce qu'en faisant ça, on tombe dans le slide de l'après, s'il vous plaît. Voilà. On tombe dans ce qu'on appelle de l'intergénérationnel. Il y a très peu de temps, je suis allé dans une école d'informatique et j'ai demandé à mes étudiants vous en pensez quoi de votre manager direct ? Vous en pensez quoi du patron de la boîte ? Voilà. Et là, on n'est pas dans le travailler ensemble, on n'est pas dans le collaborer, on est dans nous contre eux, ou eux contre nous, voilà comme on les voit. Et ce qui est assez surprenant, c'est que alors pour les X, donc la règle du jeu, c'était expliquez-moi en quelques mots comment se comportait votre manager. Donc quelqu'un dans la classe me donnait un mot, il fallait qu'on en débatte pour savoir si on gardait ce mot ou pas. Donc là, on a gardé les mots que 40 personnes étaient d'accord. Quand j'ai commencé à parler des managers, on parlait du lieu de travail et qu'en fait, on a commencé par le côté négatif.
Et quand on a touché la moquette sur le côté gauche, il y a quelqu'un dans la salle qui a des temps, il faut les sauver parce que finalement, bon, ce sont quand même des experts et puis ils nous aident, etc., etc. Quand on parle du patron, là, je ne sais pas si vraiment ils parlaient du patron ou ils parlaient de leurs grands-parents. Là, j'ai pas su trop quoi dire. Voilà, où ils sont très secrets, ils partagent pas l'information. Bon, voilà, ils vivent avec leur temps, souligner leur, etc., etc. Donc ça, c'est à mon avis pas la bonne façon d'approcher les choses parce que ça catégorise, ça stéréotype. Alors catégorie, les Français changent de brosse à dents tous les 3 ans, stéréotype, toutes les Stéphanie sont blondes. Vous voyez un peu l'idée. Et on tombe là-dessus en réalité en faisant ça. On tombe sur des personnes d'un certain âge qui jugent des personnes d'un autre âge. En fonction de ce classement des générations qui a été délimité par certains sociologues sur des dates, me demandez pas, à part bon, évidemment Baby Boomer à la fin de la guerre, c'est logique, et surtout le rapprochement avec une pyramide des âges où il y a clairement eu un Baby Boom, et ensuite les choses sont allées de mal en pis. Alors Baby Boomer, facile. Alors contrairement à ce que disait Michel Serres, moi je suis persuadé aujourd'hui que les personnes de plus de 50 ans sont hyper technophiles, ont un smartphone. On est 3 fois plus à avoir un smartphone cette année que l'année dernière. Parce que on veut pas être ringard, on veut rester à la page, on veut se tenir au courant. Le nombre de personnes qui à la retraite se mettent sur eBay, c'est phénoménal. Et puis en plus, il faut reconnaître, Baby Boomer, c'est quand même les enfants de la guerre des étoiles. C'est eux qui ont inventé le rock'n'roll, l'informatique, etc. Donc il ne faut pas les enterrer trop tôt, à mon avis. Après, on a quelque chose qui est assez intéressant au niveau de l'année, là, 1978. Alors, la génération Y a été déterminée en 78-94 parce que la première conférence que j'ai donnée en France sur le sujet, je débarquais d'Australie, je leur ai dit, en Australie, en fait, il y a eu une espèce de baby boom entre 78 et 94, et donc les managers australiens ont dit, tiens, voilà les dates. Donc, ces dates-là correspondent à rien, et en 2, à la limite, en Australie. Mais en France, vous oubliez. Sauf que, à force de trop catégoriser les choses, si vous êtes né, finalement, les gens se sont dit, tiens, si on est né avant le 31 décembre 77, parce que c'est dans la nuit du 31 que tout s'est passé, je suis de la génération X, donc je traduis loser, sacrifié, orphelin, Bob génération. En Angleterre, c'est la génération Prince Charles, qui attend le job, et puis finalement, c'est le gamin qui va l'avoir. Donc, pas de bol, les gars. Par contre, 1er janvier 78, when again, je suis un winner, je suis un Y. On se pose des questions sur moi, on fait des petits déjeuners, des colloques, des réunions, des conférences. Il y a des formations pour apprendre à me manager. Donc, excellent. Super, je suis un Y et j'en suis fier. Voilà, sauf que ça allait un peu loin parce qu'il y a quelques temps, dans une entreprise, il y a un chef d'entreprise qui me dit j'ai voulu faire une remontrance à quelqu'un qui arrive en retard. Et il m'a dit attends, je suis de la génération Y. Comme si ça expliquait tout. Donc parfois, ça peut aller un peu loin. En réalité, moi, je ne vais pas m'intéresser à l'âge, je vais m'intéresser aux valeurs. Et vous allez voir que l'informatique a beaucoup à jouer là-dedans. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de la génération Y, c'était en 98. C'était quelqu'un qui travaillait chez Feu Infogrames, qui me disait mais c'est quoi ces jeunes de maintenant qui arrivent au boulot en jean, ils trouvent que c'est d'être habillé, de mettre une chemise dans le pantalon, pour eux c'est la classe. Ils disparaissent du jour au lendemain, ils viennent 2 jours plus tard et comme si de rien n'était, etc., etc. Donc c'est pas nouveau, mais on va pas s'arrêter là, parce qu'effectivement malheureusement c'est souvent les cas extrêmes qui deviennent des généralités. Donc le cas de je suis pas venu hier, j'ai pas donné de nouvelles parce que Michael Jackson est mort, ou demain j'ai besoin d'aller chercher mes parents à l'aéroport, je prends un jour de congé ou un jour maladie, qu'est-ce que tu préfères? Donc, c'est façon de faire. Donc pour revenir à ces histoires de valeurs, il y a 4 grands systèmes de valeurs dans les entreprises en France, quel que soit le système. Le premier, il y a le système de valeurs basé sur l'ordre des choses. Le patron, c'est le patron, il y a une hiérarchie, il y a un ordre hiérarchique à suivre, la compétence, ça prend du temps. Globalement, c'est un peu les systèmes qu'on a basés sur les procédures, où il y a une règle à suivre, et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, façon ISO, que toute erreur soit traquée et corrigée, si ce n'est punie. Parce que c'est l'ordre des choses. Et celui qui punit, celui qui corrige, c'est le patron, parce que le patron, c'est le patron. Autre chose,
certains ont dit, ouais, mais attends, il y en a marre de ce système, maintenant, j'en ai marre d'obéir, j'en ai marre de me référer tout le temps à quelqu'un, je veux compter sur moi, je veux beaucoup plus d'autonomie, et puis surtout, je veux pas considérer que j'ai réussi ma vie parce que j'ai eu des enfants et parce que j'ai été un homme bon, entre guillemets. Non, moi je veux pouvoir dire j'ai réussi ma vie parce que j'ai plein de thunes sur mon compte en banque, parce que j'ai une grosse bagnole, une grande maison, et que vraiment, voilà, j'ai vraiment réussi. Hein, c'est l'ère de, vous connaissez, hein, si vous n'avez pas une flic-flac à 6 ans, vous avez raté votre vie. On a commencé à parler d'incentive, on a commencé à mettre en avant la capacité commerciale. Et on a créé des élites et des pas élites, des élites et des gens dans l'échec. L'élite étant voie générale, école de commerce, école d'ingénieur. Échec, voie professionnelle, plombier, couvreur, etc. Ouais, quand on voit le pognon qui se font, ces gens-là. Et donc, on est rentré, on va récompenser la performance. Performance, parfois, étant confondue avec temps de présence. Certains ont dit, mais attends, c'est bien gentil, mais à vouloir trop chercher après l'argent, ça crée des inégalités sociales plutôt criantes. L'état de la planète, à force de puiser les ressources, on voit bien que ça ne va plus pouvoir suivre. Et certains se sont dit, attends, finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est pas de gagner plein d'argent, c'est d'avoir un équilibre, un juste équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, entre sa vie de maman et sa vie de salarié. Et c'est là, à ce moment-là, où on est passé dans un monde féminin. Parce que les valeurs de management qui ressortent aujourd'hui sont des valeurs féminines. Quand ce matin on parlait de l'homme, on utilisait toujours le mot « il ». Je vous assure que dans quelques années, quand on dira l'homme, on dira « elle ». Parce que c'est vraiment... Alors ça, j'ai donné cette présentation au Maroc il y a très peu de temps, et quand j'avais dit que l'avenir du Maroc, c'était une femme entrepreneur de 40 ans, il y avait 5 femmes sur 300 personnes, j'ai eu 5 applaudissements. Et donc cette recherche de l'équilibre a eu évidemment un contre-coup. Alors l'équilibre, ça a été ce qu'on a appelé en management l'empowerment, qui est traduit en français par autonomie et responsabilisation. Sauf qu'en faisant ça, évidemment, pouvoir équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle en mettant un mur de béton de 2 mètres entre les deux, ça demande d'être équipé en agenda. Alors c'était les beaux jours du Palm Pilot il y a quelques temps, aujourd'hui c'est l'agenda électronique, parce que faut pas que ça dépasse. Sauf qu'en faisant ça, on devient auto-esclave de son propre agenda, métro, boulot, dodo, bref, on devient une espèce de zombie qui arrive le matin avec sa cravate et qui repart le soir à heure précise, voilà. Et ça, on n'en veut plus, on en veut de moins en moins. Parce qu'on est en train d'arriver sur une nouvelle valeur qui est basée sur la liberté. La liberté et la quête de sens, mais surtout la liberté. Et si les systèmes d'information, si l'informatique, c'est pas justement de proposer de la liberté, d'aider les personnes qui travaillent à trouver plus de liberté, c'est que j'ai rien compris. Et cette liberté, en termes de management, ça va être ce qu'on va appeler la délégation et la collaboration. Pas la participation, système participatif qui avait été inventé en revenant de tout ce qui était taylorisation. On s'est dit, on va peut-être arrêter d'utiliser que les bras de nos collaborateurs, on va utiliser un peu leur cerveau, mais comme ce sont des idiots, on ne va pas leur faire confiance, donc la décision aura déjà été prise, mais on fait participer sur un truc qui a déjà été décidé de toute façon. Alors que la collaboration, c'est le patron qui est complètement paumé, il ne sait pas ce qui se passe, donc il va aller voir son équipe et il va prendre la décision vraiment de façon collaborative. Et la délégation, c'est pas seulement de l'autonomie pour aller faire des photocopies. Non, la délégation, c'est là, il y a ce client hyper important, je sais que ça fait que 6 mois que tu es là, mais je te fais confiance, vas-y. Ça, c'est de la délégation. Et finalement, si on regarde le passage d'une valeur à l'autre, on s'aperçoit, tiens, c'est amusant parce que de l'ordre au succès, c'est peut-être Bernard, notre ami le baby boomer, qui a vécu ce passage. Du succès à l'équilibre, ça va être Nathalie, notre génération X. De l'équilibre à la liberté, tiens, c'est Julien, notre Y. Avec des personnes qui ont 60 ans, mais qui ont passé toutes ces étapes, qui ont changé de valeur en même temps que la société. Bon, certaines sont restées dans l'ordre, ça n'a pas bougé, certains ne veulent pas en bouger. Mais peut-être qu'il y a une façon de comprendre finalement que pourquoi est-ce que parfois la greffe ne prend pas. Si vous mettez quelqu'un qui est dans la liberté, qui considère que l'entreprise ne doit pas avoir de contraintes, comme lui n'a pas de contraintes avec son opérateur de téléphone, et que vous le mettez dans une entreprise basée sur l'ordre, où avant d'être considéré comme un haut potentiel, il faut passer 5 ans dans l'entreprise. Et là, vous avez clairement pas un conflit générationnel, non, juste un choc culturel.
Juste une incompréhension culturelle, rien de plus. Alors pour essayer d'expliquer ce changement de passage de valeur et cette notion de génération Y, parce que pour moi, génération Y, c'est juste une tendance parmi plein d'autres. Et pourquoi est-ce que celle-ci fait tant de bruit ? J'en reviens toujours pas. Je pensais que c'était vraiment un effet de mode. Ça durerait 18 mois, 2 ans. Quelques consultants se mettraient sur le créneau et puis saloperaient le travail, comme souvent. Je suis consultant, j'ai le droit de dire ça. Et finalement, c'est toujours là. Et pourquoi c'est toujours là ? J'ai l'impression qu'il y a 3 grandes raisons. La première, qui est un peu simpliste, qui est de dire oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être Y quand on est dans l'informatique, où on a 3-4 entretiens, où on est vraiment à la recherche de main-d'œuvre, c'est la guerre des talents. Alors que si vous êtes dans un autre secteur et que ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu le premier entretien, là, forcément, vous allez avoir le même comportement. Certes. Sauf qu'on a vu pas mal de comportements un petit peu étonnants de personnes justement qui ont peut-être eu du mal à trouver le job et finalement c'est de moins en moins lié. Ceux qui ont inventé le système, c'est Strauss et Hove, H-O-W-E, qui sont 2 sociologues et qui ont basé tout ça sur tous les comportements, l'évolution des comportements basés sur l'économie. Donc quand ça va bien, c'est plus facile, on a de vrais jeunes. Vous mettez plein de guillemets partout, alors que quand c'est une économie, on va plutôt s'accrocher et se comporter de la façon dont notre patron s'attend que l'on se comporte. Le deuxième, c'est la technologie. La technologie, évidemment, beaucoup ont dit ouais, génération Y aujourd'hui, voilà, c'est les connectés. Parce que ça fait 18 mois que les vendeurs de téléphones ne vendent plus de téléphone, ils vendent l'application Facebook pour avoir ses copains dans sa poche 24 heures sur 24. Donc effectivement, ils sont hyper connectés. Voilà, sauf que si on regarde l'âge moyen, Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo et compagnie, c'est 40-44 ans. C'est pas 25-26 ans. Surtout que je vois dans les écoles d'informatique en ce moment des gens qui, alors soit contaminés par des légendes urbaines, attention, il y a les recruteurs qui vont aller trouver ton mot de passe sur Facebook pour prouver que tu as une photo de toi avec un verre à la main, c'est pas bien. Soit ils sont en recul, c'est le coup de balancier, ils sont en recul par rapport à ça, et je vois certains de mes étudiants qui font tout pour ne pas apparaître sur Google. Dès qu'ils sont sur le net, c'est une nouvelle identité, c'est un pseudo qui va changer. Il y a 2 comptes, un compte Facebook avec son vrai nom, au cas où mes vieux copains d'il y a 5-10 ans me retrouvent, mais sur lequel il n'y a rien, et un nom sous pseudo, là où je partage tout, mais avec ma guilde. Je n'utilise plus le terme tribu c'est pour les plus de 40 ans, c'est dépassé. Mais avec ma guilde, là pour le coup, mes amis premium, ils ont accès à ma vie. Donc rapidement, on aurait le temps, vous connaissez ça par cœur. De Google à Foursquare, il s'est passé beaucoup de choses. Et notre vie privée, ce qu'on considère être une vie privée, n'est plus la même. Dites à quelqu'un qui ne connaît pas ces outils, ah bah là je viens d'arriver à l'USI, j'ai fait un check-in sur Foursquare. Le gars va dire, mais attends, tu partages avec la terre entière où t'es ? Mais t'es pas un peu malade ? Je dis, bah non, moi je dis aux gens, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va voir que je suis là, et puis créer des connexions, créer des relations. Le dernier, le plus important, ce sont les parents. À mon avis, la vraie révolution, elle n'est pas chez les Y, la vraie révolution, elle est devant moi, c'est vous, en tant que parent, en tant que patron, en tant que manager. Pour 2 choses. La première, c'est que vous n'avez sans doute jamais dit à un de vos candidats, voilà le job que je te propose, voilà la description de fonction, maintenant je te préviens, c'est à prendre ou à laisser, parce que des comme toi, j'en ai 10 derrière. Bah non. Non, sûrement qu'il n'y en a pas 10 derrière. Il y en a peut-être 1 et encore, donc on ne va peut-être pas se fâcher avec le candidat, même s'il a parlé argent au bout de 5 minutes. Et les parents, parce que le vrai changement, il est là. Michel Serres en parlait ce matin, le vrai changement est au niveau des parents. L'éducation a évolué, la forme de la famille a évolué. La famille, c'est plus une famille traditionnelle. C'est plus une famille, papa travaille, maman est à la maison, les enfants font une bêtise, maman dit 2 choses. La première, attention, je vais vous gronder, ça fait rigoler tout le monde. La deuxième, je vais le dire à papa. Ah oui, là, c'est plus drôle du tout. Non, d'accord, dis papa, parce que sinon, papa, il a le droit aux accessoires. Un autre mot qui disparaît là dans les 37 000, martinet. Terminé le martinet. Demandez ça dans des écoles, mais ils vont vous dire, oui, j'ai vu, il y a une pub Jacques Martinet, c'est ça ? Ou c'est un oiseau, mais c'est pas un instrument de torture, ils voient pas ça comme idée. Donc cette famille-là, qui est vraiment, voilà, avec papa, maman et les enfants à la maison, aujourd'hui, ça ressemble à ça, une famille.
Hein, de 70 à 2010, on est quand même passé de 10% de familles divorcées à c'est 40% de familles aujourd'hui en France, hein, c'est 40% de familles nucléaires, traditionnelles, papa, maman, les enfants à la maison, et 60% de ce qu'on appelait dans les années 70 des cas sociaux, donc des familles recomposées ou monoparentales, qui sont devenues aujourd'hui majoritaires. Donc évidemment, leur famille n'est pas la même que la nôtre. Et la place de l'enfant n'est pas la même que la nôtre. On n'est plus dans l'éducation, les valeurs du père sont les valeurs du gamin, à gauche, à droite, ça dépasse, bloom. Non, je vois des parents qui se baissent à la hauteur de leur gamin pour leur parler. Et finalement, enquête, je crois que Tennessee Sofres l'année dernière, qui disait que 82% des ados en France décident de l'endroit où la famille va en vacances. On sait qui sont les patrons. Donc évidemment, ils arrivent dans l'entreprise. Vous leur parlez un petit peu sèchement comme on vous a parlé à vous, ils vont vous dire « Oula, attends, d'où tu me parles comme ça ?» Même mon père ne me parle pas comme ça. Et puis si tu ne m'expliques pas, en vrai, à quoi ça sert de m'engueuler tant que tu ne m'as pas expliqué voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut vraiment le faire, est-ce que quelqu'un ne peut pas le faire à ma place demain, enfin, voilà, explique-moi. Et ces tendances de comportement vont beaucoup plus loin. Il y en a 4, je vais très très vite parce que malheureusement c'est important, parce que ça a vraiment un impact sur aujourd'hui les pratiques d'attractivité, de recrutement, de management, le marketing, la vente, etc. Le premier, c'est l'individualisme. Donc ça, ces 4 mots que vous avez vus, je les ai repris de toutes mes rencontres avec 20 000 personnes dans 800 entreprises, dans 16 pays, qui m'a permis de voir qu'à peu près il y a ces 4 mots-là qui évoluent au fur et à mesure. Alors, souvent, c'est les jeunes de maintenant sont individualistes, ils sont là que pour prendre, ils ne sont pas là pour donner. Bon, attention, il ne faut pas confondre individualisme avec individualisation. C'est-à-dire que je ne suis pas là que pour prendre, je suis là déjà pour apprendre, je suis là pour écouter, je suis là avec respect auprès de ceux qui ont des choses à m'apprendre et à m'aider. Par contre, je ne veux pas être pris pour un numéro de matricule, pour un salarié lambda. Je m'appelle Julien, peut-être que je m'habille chez Gap ou H&M, mais je suis moi. Donc j'espère que vous connaissez ma date d'anniversaire, vous savez ce qui me motive, vous savez quel est peut-être mon jeu préféré, ce que je fais en dehors du travail, etc. Je suis moi. Et quand je rejoins une entreprise, je veux une entreprise qui corresponde à ce que moi je recherche, en termes de sens, d'expérience, de formation, d'employabilité, etc., etc., de management. Donc effectivement, je viens avec mon petit caddie et j'achète. J'achète parce que j'ai le choix. Après l'individualisme, il y a l'interconnexion, donc ça tombe bien. Sauf que l'interconnexion, c'est un peu court de ne parler que d'Internet parce que ça va beaucoup plus loin, je pense que vous le voyez tous les jours. L'interconnexion, aujourd'hui, c'est d'abord ce qu'on appelle la convergence. Convergence, ça veut dire que vie privée, vie professionnelle, c'est juste la vie. Collègues, amis, c'est juste des relations. Donc on peut partir en week-end avec des collègues et bosser avec des amis. Ça n'a plus vraiment de signification. Sauf qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui arrive et la connexion, elle est là. C'est l'émotion. L'émotion arrive dans l'entreprise. Les problèmes personnels qui avant n'étaient considérés absolument pas comme professionnels et c'est resté à la maison, aujourd'hui arrivent au travail. J'ai fait une enquête dans différents secteurs et je me suis aperçu que jusqu'à 60% du temps de certains cadres était dépensé on va résoudre des problèmes perso. Ma voiture est tombée en panne, c'est en venant au boulot, c'est de ta faute. Ma copine m'a quitté parce qu'elle trouvait que je travaillais trop, c'est de ta faute. Là. Et on partage, et on y va. Il y a certaines entreprises qui ont commencé à régler le problème. 1, en formant leur manager. À 2, orienter les personnes vers des assistantes sociales. Le 3e, c'est l'impatience. Évidemment, ils veulent tout de suite, puis gratuitement. Et sans parler que de la musique et des films, mais quand on sait qu'un ado sur 2 en France a Internet dans sa chambre, il est dans ma chambre. Je vole pas, c'est un truc qui est dans ma chambre, c'est chez moi. Donc j'ai le droit de télécharger, et puis de toute façon, si on veut voir Falling Skies ou Game of Thrones, les derniers séries à la mode en ce moment, il n'y a pas le choix. Donc par contre, l'impatience, c'est pas seulement tout de suite, c'est d'être compris pour nos capacités, d'être utilisé pour les capacités. Là où ça devient compliqué, c'est quand on ne sait pas quelles sont nos capacités et qu'on demande à l'entreprise de nous aider à les trouver. Donc de nous challenger, de nous faire bouger, de nous pousser en avant peut-être dans nos retranchements professionnels. Avec une notion du temps évidemment qui n'est plus la même. La notion du temps, ça n'a jamais été la même pour tout le monde. Prenez la gestion du temps pour un journaliste ou pour un paysan. Entre la journée et l'année, on peut tout trouver.
Mais là aussi, une évolution que vous connaissez dans l'informatique depuis très longtemps, où hier, en fait, on demande toujours je veux ça pour hier. Donc effectivement, là, déjà, le temps est à l'envers. Et où, en plus, on a vraiment une approche par playlist. 1, du job, 2, de la carrière. De plus en plus, prennent la description de fonction et vont vous dire attends, je prends A1, B3, comme un restaurant chinois. On choisit ce qu'on veut, par contre, le truc qu'on veut pas, non, ça ne m'intéresse pas. Et ça se revoit également dans la carrière. Et ça, c'est vrai que ça a commencé par les bacs plus 5, aujourd'hui ça commence à descendre en niveau scolaire, de faire ce qu'on appelle la retraite tout au long de sa vie. Je bosse pendant 2-3 ans, j'ai assez d'argent, je pars faire le tour du monde, je pars faire un CIF, je pars monter un business social ou solidaire, etc., etc. Je vais monter un bar à Londres, bon, que sais-je. Et puis au bout de 2-3 ans, j'en ai marre, ou parce que ça n'a pas marché, le projet de SS2I, la levée de fonds s'est mal passé, et ben, je vais revenir taper à la porte de chez vous, de l'entreprise que j'ai quittée, où je suis sûr que je suis attendu. Donc ça aussi, ça a un impact direct sur ce qu'on appelle la fidélisation. Parce qu'on ne va plus parler de fidélisation sur un emploi, on va parler de fidélisation sur une carrière. On en reparlera. Le dernier, c'est l'initiative. Évidemment, l'initiative peut être liée à la créativité, innovation, etc. Mais c'est d'abord la volonté d'avoir un impact, de résoudre des problèmes, de parler à des clients. C'est de pouvoir, même si ça fait que 6 mois que je suis là, pouvoir aller voir le patron et lui dire j'ai une idée géniale. Et non, je ne veux pas que toi tu me dises non, je suis le patron, donc ton idée, elle est pas terrible, parce que de toute façon, c'est avec moi qui a les bonnes idées, mais plutôt une confrontation des idées hors influence, hors niveau d'influence de la personne. Donc voilà, j'ai une idée, maintenant elle est bonne, elle n'est pas bonne, je veux aller jusqu'au bout du truc, ou alors tu m'expliques pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi ça a déjà été mis en place. Et en même temps, dans cette initiative, je veux me tester, je veux m'essayer. Je veux pouvoir être libre. Vous êtes un terrain d'expérimentation pour me permettre de me développer, d'aller jusqu'au bout de mes idées. Donc voilà, j'ai passé à 15 000 mètres à l'heure et à 15 000 mètres d'altitude et à 2000 à l'heure les différences de comportement. Et là, normalement, vous allez vous dire, mais attends, il y a 80% de ces comportements qui me correspondent à moi aussi. Alors que je n'ai plus 25 ans depuis quelques mois. Genre 100 ou 150 mois. Donc effectivement, et là c'est lié vraiment à cette notion de valeur de la liberté, qui a un impact sur l'entreprise énorme. Ce n'est pas simplement un sujet de colloque ou de conférence, c'est un vrai sujet qui demande aujourd'hui de réfléchir. Pas forcément d'adapter, on parle souvent, est-ce qu'il faut dans ce cas-là s'adapter à cet environnement? Donc la réponse est oui et non. Il ne s'agit pas tant de s'adapter, mais il s'agit de plutôt faire un pas vers ce changement, et d'aider les personnes qui vous rejoignent aussi de faire un pas vers vous. Tout est mis en musique, mis en ligne dans la culture de votre entreprise. Donc par exemple, prenons quelques exemples. Concrètement, voilà, l'attractivité. Vous parlez tout à l'heure là de Great Place to Work, parce que vous disiez la Great Place to Work, alors attention, c'est déposé. Attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le hamburger. Alors la théorie du hamburger, vous connaissez ça, vous connaissez même la marque, vous connaissez même le nom de ce truc-là. C'est un Big Mac, bravo. En principe, c'est du plastique, en vrai. C'est une belle photo, ce truc, ça doit être un moulage en plastique pour faire bien joli. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de se présenter comme ça, même si en réalité, c'est ça qu'on a en vrai. Et donc les entreprises misent tout sur la marque d'employeur, avec Bernard très souriant qui fait une promesse, parce que c'est une promesse, puisque c'est du marketing, où on a un beau site carrière avec plein de gens qui sourient au téléphone, avec ou sans cravate pour montrer qu'on est cool. Parfois les plus téméraires font intervenir de vrais salariés en vidéo, où le message est toujours le même. Chez nous on a des valeurs, il y en a entre 3 et 7 en fonction des entreprises, c'est plus ou moins les mêmes. Chez nous on vous prend sérieusement, parce que pour nous l'être humain est au centre de l'organisation. On a déjà entendu ça. Et quoi d'autre? Bah oui, on a un parcours de formation extraordinaire, la rémunération, t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème sur ce sujet, etc., etc. Bref, on fait beaucoup de pubs. Voilà. Sauf qu'on confond marque d'employeur avec offre d'employeur. On confond vendre avec vendre à la façon 1.0, où vraiment on allait voir quelqu'un, on dit regarde ma machine à laver, c'est la meilleure, 26 tours minutes, etc., etc. Non, aujourd'hui, on n'est plus dans le vendre, on est dans le bouche à oreille.
Aujourd'hui, on transforme nos clients de premier cercle à devenir des vendeurs pour toucher leur propre communauté. C'est la fameuse conversation, etc. Donc, voilà, souvent, il y a quelques salariés qui sont un petit peu surpris du décalage qu'il y a entre ce qui leur a été vendu et ce qu'ils ont reçu. Et je ne sais pas si vous remarquez, en plus, le patron, il a des cornes. Parce que nous sommes en France et en fonction des filières, c'est quand même assez marqué. Hein. Le côté entrepreneur, le côté chef d'entreprise qui est là pour nous exploiter, etc., etc. Autre impact sur le recrutement, évidemment, où on va avoir de plus en plus de critères de sélection à prendre en compte. Jusqu'à présent, c'était facile. Bon. Il y avait un CV sur lequel il y a des compétences, une expérience, c'était d'ordre chronologique, on pouvait faire son marché, faire des recherches sur mots-clés. Très pratique les mots-clés pour trouver des gens. Mais là, on commence à se dire, ouais, mais à recruter des gens qui savent, qui ont le bon diplôme, qui ont la bonne expérience, notamment dans l'informatique, on finit par recruter beaucoup de mercenaires. Des gens qui sont là soit pour notre nom, soit pour le pognon. Mais en tout cas, qui ne se voient pas forcément sur le long terme. Donc, pour faire ça, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'identifier des gens qui veulent, pas seulement qui savent, qui veulent, qui ont le désir de travailler pour nous, qui ont les valeurs, qui ont déjà des valeurs qui correspondent à notre culture d'entreprise, qui ont un réseau. Parce qu'avec Internet, on n'a plus aucune raison de ne plus savoir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils ont un réseau d'experts autour d'eux qui va leur permettre de savoir même quand ils ne le savent pas? Et peut-être est-ce qu'ils ont un rayonnement? Le rayonnement, c'est par exemple Anthony Poncier sur l'entreprise 2.0, qui est un salarié dans une entreprise, et pourtant il a un blog, et je crois que c'est l'un des leaders sur l'entreprise 2.0, avec Bertrand Dupérin, alors qu'en fait il est salarié dans une société. Mais il a un rayonnement qui fait profiter sa société. Il y a plusieurs exemples comme ça. La motivation, évidemment, ça aussi c'est hyper important, la notion de sens. Alors ça c'est quelque chose qui est dans l'air depuis très longtemps, sauf que c'est entre être en l'air, être un sujet de conversation et de conférence et en faire vraiment quelque chose, ça demande à réfléchir. Parce que le sens, chacun le trouve à sa porte. Ça dépend, c'est pas quelque chose qu'on donne. Par contre, l'entreprise peut aider, que ce soit par sa vision, ses valeurs, sa mission, etc., la façon de fonctionner, et les managers et chefs d'entreprise, dans leur comportement, dans leur capacité à donner la signification de leurs actes et la direction que prend la stratégie ou plus simplement le job de la personne. Autre chose, le management, hyper important. Alors à chaque fois j'en ai plein, mais voilà, celui-là je voulais le spécialement pour vous parce que justement ça tombe bien, parce que là je parle à des personnes éclairées, c'est que si on regarde les écoles de management ou les formations en management, aujourd'hui, on demande aux personnes d'être authentiques, d'être elles-mêmes, etc., dans leur relation, dans leur posture de management. Sauf qu'on leur demande en fait de se positionner entre amis et dictateurs. Dictateur, c'est pas bien, ça peut créer du conflit et bloquer les personnes. Et ami, c'est pas bien, parce que si on tutoie quelqu'un, c'est d'accord, mais il ne faut pas non plus aller boire une bière avec lui, parce que si jamais il faut le recadrer le lendemain matin, là, on a un problème d'autorité. Alors qu'en réalité, moi, je pense qu'il faut être les deux. Ça se fait pas naturellement, mais il faut être les deux. Et pour être les deux, plus coach, plus meilleur ami, plus guide spirituel, plus je ne sais pas, il faut être capable de faire quelque chose, c'est de mettre, donc là le mot, ça tombe bien, des balises. On et off. Quand vous changez de casquette, il faut être capable d'apprendre avec des mots ou sans mots, d'être capable d'expliquer quand est-ce que vous passez sur le côté ami, on va boire une bière, on discute d'autres choses, de filles, du dernier jeu vidéo, etc. Parce qu'on est dans une phase ami. Par contre, je dois être capable, lorsque j'ai quelque chose à te dire, de te recadrer dans la foulée, sans que ça fasse trop de heurts. Et donc ça demande d'apprendre ces changements. Concrètement, ça peut se faire sans mots, hein. Ça peut être le cas du chef d'entreprise qui a dans son bureau 2 bureaux. Un grand bureau dictatorial et un petit bureau collaboratif, table ronde. Porte ouverte, porte fermée. Normalement, c'est toujours la porte ouverte et il reçoit toujours sur la table ronde. On discute, on est égalité, table ronde. Par contre, si jamais la porte est fermée et que je suis derrière mon bureau et que tu dois taper sur la porte et que tu ouvres et là que tu me vois derrière mon bureau, là, il n'y a même pas besoin de parler, le gars il a compris que ça va mal, ça va barder pour lui.
Voilà, donc des petites choses comme ça. Bon, l'intégration, parce qu'il me reste 5 minutes pour laisser les questions. L'intégration, juste une chose, si j'ai qu'une seule chose à vous dire, ne foirez pas le premier jour. Juste déjà la première journée, concentrez-vous sur la première journée. Concentrez-vous quand vous avez recruté quelqu'un et que cette personne, mettons, voilà, il a acheté une cravate toute neuve, avec un beau costume. C'est son premier jour, il est aussi excité de commencer, gagner de l'argent, travailler avec des personnes sur des projets dans une entreprise qui vraiment l'intéresse. Mais en même temps, il est hyper inquiet. Est-ce que je vais réussir à être compétent? Est-ce que je vais réussir à m'entendre avec mes collègues? Est-ce que je vais être performant? Voilà. Donc, les sentiments sont très partagés. Maintenant, imaginons, alors vous n'en avez pas, des Maurice, vous n'en avez pas chez vous, mais voilà, imaginons qu'il est reçu par quelqu'un qui n'a pas le temps, qui s'était pas prévu, qu'il arrive aussitôt, qui n'a rien fait, qui n'a rien préparé parce qu'il y a une urgence la veille, il y a un serveur qui est tombé et en fait il a fini de bosser à 4h du matin, il arrive, il est 9h, il est comme ça. Là, si vous avez raté le premier jour, ça va être difficile de revenir après. Parce que c'est lors du premier jour qu'on va parler d'engagement, de création de confiance, de relations, etc. etc. Premier jour. Je termine avec la formation pour vous dire qu'il y a des choses, le marketing, il y a des choses, et la fidélisation pour terminer, effectivement, où on parle d'engagement. Je vous disais tout à l'heure, l'engagement, c'est plus seulement sur un job, où on va traduire fidélisation par « non, c'est en fait, en réalité, je veux fidéliser mes salariés parce que c'est moi le patron qui dit quand les personnes s'en vont. C'est pas à elles de décider quand elles partent ou pas. C'est quoi ce monde? Non, mais c'est quoi ce travail ?» Vous vous souvenez, l'ordre. Et cet engagement demande plusieurs choses. Un, bien savoir que dans le turnover, il y a quand même 70% des cas où c'est l'entreprise qui pousse ses salariés à partir. Donc, identifier ces raisons. Et la deuxième, comprendre que c'est que quelqu'un qui part, ça reste quelqu'un qui doit être dans votre réseau, assez proche, donc grâce à toutes les communautés qui existent, et qu'il faut accompagner son départ, et puis surtout faciliter son retour. Voilà. Conclusion très rapide. J'ai deux choses à vous dire. La première, attention aux études sur la génération Y, attention aux types qui parlent sur des scènes de la génération Y, parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est vous parler des Legos. On ne vous parle pas du truc qui est en dessous, de l'avion. On fait un schéma qui est très, très large, sachant que vos Y sont vos Y et dépendent de votre culture d'entreprise et votre façon de manager. Et quand on fait une enquête sur les Y, on ne fait pas une enquête sur les 25-30 ans. Non, on fait une enquête sur tout le monde, pour essayer de comprendre les valeurs et la compréhension que ont les personnes avec qui vous travaillez de qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est. Et, deuxième chose, ouais, c'est le mien, l'iPad. C'est qu'en réalité, Génération Y, c'est pas des jeunes. Ils ont déjà fait leur premier bilan de vie, 25-27 ans. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je voulais faire? Est-ce que c'est mes parents qui étaient derrière, où je me suis laissé embarquer? Est-ce que vraiment je suis là où je voulais être? Et ces Y de 25 ans disent aujourd'hui, les types de 20 ans, mais c'est des malades. Je les comprends pas. Donc, attention à ce qui arrive. Merci. Merci Benjamin. Rapidement, une question. Ah, on a même le temps pour deux. Lâchez-vous. Wow. Très bien. Bonjour. Bonjour madame. Lorsque vous intervenez auprès des entreprises, est-ce que vous rencontrez les DRH? Mes premiers clients sont les DRH. Parce que mon entrée, je commence souvent, moi en tout cas, je rentre sur la notion de management. Puisque là où il y a la douleur est actuellement dans les entreprises, douleur entre plein de guillemets, c'est ces incompréhensions culturelles de quelque chose qui aurait dû être dans la foulée et qui a pas, l'autorité qui ne s'est pas installée avec quelqu'un qui a confondu avoir de l'autorité et être autoritaire, deux choses différentes. Et donc c'est souvent par ça, ou alors parce qu'il y a un taux de turnover qui s'envole. Et sur le cas d'entreprises hyper connues qui ont des pratiques de recrutement extraordinaires, qui malheureusement, l'équipe de recrutement est trop devant par rapport à ce qu'il y a derrière.
Et donc, ils recrutent sur des valeurs, sur des idées, sur non, laisse ton CV, on n'en veut pas, non, on ne va pas le lire. On veut savoir qu'est-ce qui te fait kiffer en français ou ce qui t'allume en québécois. Voilà, on veut savoir ce qu'il y a vraiment derrière. Et malheureusement, ils sont reçus ensuite par un manager qui est derrière. Et le manager, c'est parfois des gens qui sont là depuis un moment. Et quand il voit partir la personne, il est 19h30, il dit dis donc, quand tu reviendras de déjeuner, tu viendras, j'ai un truc à te dire. Donc là, forcément, il y a un petit décalage entre ce qui est vendu et ce qui est reçu. Bonjour. Est-ce que vous êtes en faveur de la publication de l'identité de l'entreprise, de ses valeurs sur Internet? Alors ça, c'est la phrase type boss. Ouais. Et si je prends ma casquette de geek, est-ce que vous êtes en faveur des sites Internet qui parlent de la e-réputation et de ce qui se passe dans les entreprises? De toute façon, déjà, la e-réputation, logiquement, c'est pas vous qui la faites. C'est des visiteurs sous pseudo sur Note ton entreprise ou JobFact qui la font pour vous, en bien ou en pas bien. C'est comme ça que Google, extraordinaire, employeur de référence, en réalité est aussi très connu pour ce qu'on appelle le managing out. Donc on ne vire personne. Par contre, on va donner du boulot jusqu'à ce qu'on ne puisse plus suivre. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, parce qu'on lit sur Internet. Après, concernant les valeurs, attention. Alors, si vous avez intégrité et respect dans vos valeurs, c'était les valeurs d'Enron. Donc, j'ai une réflexion. Et puis même mettre respect dans ces valeurs, c'est indu, c'est logique. C'est comme respirer, on ne va pas mettre ça dans ses valeurs. Le souci, c'est qu'il y a plusieurs soucis. C'est que certaines veulent trop bien faire et vont trouver 5, 7 valeurs. J'avais demandé à des managers, 80 managers, de me citer une valeur. Il y en a 7. Sur les 80, 0, mais on n'en donnait même pas une. Alors peut-être qu'ils savaient les vivre, mais ils ne savaient pas les lister. Donc ça, c'est le danger. L'autre danger, c'est justement les ressources humaines ou la communication. L'entreprise Boulanger, CRNI, eux, ils ont dit on va pas faire comme d'habitude où les valeurs viennent d'en haut. Là, on va faire les valeurs viennent d'en bas. On va voir la réalité du terrain, dans les magasins. Donc ils ont réuni les personnes par communauté et ils ont trouvé 3 valeurs. Simple, pro et sympa. Voilà, qui définit la façon dont on reçoit un client. Facile à expliquer, facile à répéter, facile à retenir. Ils ont donné ça à la communication sur le site Carrière. C'est devenu simplicité, professionnalisme, convivialité. Ça a perdu un peu de son mordant, on va dire. Donc, oui, il y a un vrai travail sur les valeurs à faire. Par contre, non, parce que c'est comme disaient des proches sur la connaissance et la confiture, plus moins on en a, plus on les étale. Donc, il ne faut pas trop en faire non plus. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous.